Bonjour à tous et à toutes. Cette conférence s'adresse en priorité aux victimes de chefs pénibles, mais elle peut intéresser aussi tous les formateurs en management. En effet, c'est dans les années où j'exerçais cette noble fonction, et après avoir longtemps enseigné les bons comportements pour devenir un bon chef, qu'il m'est venu l'idée d'expliquer à contrario tout ce qu'il convenait de faire pour devenir un mauvais chef. Et j'ai pu vérifier que les gens comprenaient plutôt mieux. J'ai eu par la suite l'occasion de traiter le sujet en conférence, avec un assez bon succès, ici en 2014 devant les anciens élèves d'une école de commerce qui ont apprécié en connaisseurs. C'est cette conférence que je vais vous résumer. Elle reste actuelle car elle ne traite que des fondamentaux du management sans tenir compte des modes. Et j'ai traité par ailleurs des particularités du management à distance liées au développement du télétravail. J'avais choisi pour titre Comment manager mon chef et pour sous-titre Essai de typologie des chefs pénibles. Pourquoi essai, me direz-vous? Il m'a semblé que les chefs faisant preuve d'une grande imagination pour enquiquiner leur personnel, je ne pouvais que dresser une liste très incomplète des différents cas de figure. Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur ce que l'on entend par pénible. D'après le dictionnaire, pénible se dit d'une personne difficile à supporter. La première définition de supporter est instructive. Porter par-dessous pour empêcher de tomber. Honnêtement, réfléchissez. Si votre chef pénible a le bon goût de tomber tout seul, je ne vois pas bien pourquoi vous voudriez l'en empêcher. Deuxième définition. Endurer avec patience et courage ce qui est pénible. Si vous endurez avec patience un chef pénible, vous allez terminer à tous les coups par un burn-out. Ce n'est donc pas non plus la solution. Troisième définition, tolérer la présence. Ça, je ne vois pas bien comment vous pourriez interdire à votre chef de venir au bureau. Alors il reste comme définition prendre en charge. Eh bien c'est sans doute ça l'idée que je vous soumets, à condition de la reformuler, manager mon chef. Bonsoir les gones. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années j'avais fait un recueil de maximes. Alors le principe c'était que, bon je dis un peu dégognandise, mais comme il y a du fond, ça peut bien alimenter les conversations, vous voyez. Alors j'ai eu l'idée de faire des sets de table. Vous y mettez sous les assiettes quand vous avez 10 personnes comme ça qui se connaissent pas trop bien. Ça peut aider à créer l'ambiance, voilà. Alors cette semaine ça s'adresse à tout le monde. Alors ça dit ça. Un pénible, ça ne suffit pas d'avoir raison. Il lui faut en plus que les autres ils aient tort. Je ne sais pas si vous en connaissez des comme ça. Et vous, qu'en pensez-vous? À ce stade de notre étude, il n'y a bien que deux solutions. Changer de chef ou alors le manager à votre idée. Pour changer de chef, vous pouvez postuler à une mutation interne ou vous remettre sur le marché de l'emploi. La première question que je pose à ceux qui cherchent à changer est la suivante. Vous cherchez un emploi ou un employeur? C'est important de le savoir. Autre option possible, si votre emploi est intéressant, bien payé, près de chez vous, eh bien ça vaut la peine de vous former aux techniques du management de votre chef. La seule chose absolument inenvisageable serait de ne rien faire. La vie est trop courte et le temps consacré à l'emploi est trop important pour que l'on puisse s'offrir le luxe d'endurer trop longtemps. Votre décision de passer à l'action dépend de l'indice de supportabilité, qui lui-même dépend de deux paramètres, le degré de pénibilité du chef sur l'échelle de Richter d'une part, et votre propre capacité d'endurance d'autre part. Si vous avez une grosse capacité d'endurance, n'attendez pas la goutte d'eau qui fera déborder le vase. En tant que médiateur, je suis intervenu un jour pour aider le PDG d'une entreprise à comprendre pourquoi un chef d'agence avait cassé le nez de son directeur régional un 24 décembre à 19h30. 3 points de suture quand même, En l'occurrence, un bac+5 et un bac+7. A priori, pas des loupards. À l'autopsie, le boxé était un chef pénible, sans doute un de ces cavaliers qui managent reine courte, du genre à trop tirer sur le mort aux dents. Et le boxeur était un placide, à très forte capacité d'encaissement. Conseil d'amis, si vous êtes un non-violent, ne surestimez pas votre capacité d'endurance. À chaque brimade, vous collez un timbre sur la carte de l'auto, et quand celle-ci est pleine, boum, coup de boule. C'est le fameux syndrome de Zinedine Zidane, un grand calme, et même un taciturne s'il en est. Pour préparer ma conférence, j'avais diligenté une enquête auprès d'une cinquantaine de personnes de mon entourage. Ce panel de salariés a confirmé que le chef pénible
peut s'épanouir dans n'importe quel milieu et à n'importe quel niveau de hiérarchie. Les petits chefs n'ont pas très bonne réputation, mais il en est qui pratiquent un management de meilleure qualité que le chef du chef de leur chef. Il n'y a pas non plus de secteur protégé. Que votre entreprise soit une ONG ou qu'elle fabrique de l'armement ne change absolument rien. Dans le monde associatif, on rencontre des bénévoles qui réussissent à mettre en déprime d'autres bénévoles. La manière dont est organisée la gouvernance a bien évidemment une importance. Normalement, si vous êtes une centaine à vous partager un seul chef pénible, le cas de l'organigramme en râteau, vous devriez pouvoir passer à travers les gouttes. Par contre, si votre boss a besoin d'avoir une tête de turc et que ça tombe sur vous, vous n'aurez aucun cadre intermédiaire pour vous protéger. Vous pouvez éventuellement faire le dos rond, car à la prochaine bavure de l'entreprise, il se peut tout à fait que votre boss accuse un autre de vos collègues d'être le maillon faible, coupable de tous les maux. Si à l'inverse vous n'êtes que 2 pour 5 chefs en corde à nœud, le problème va se poser différemment. Pour recruter des volontaires dans son armée révolutionnaire, Emilio Zapata donnait volontiers des grades à tout le monde. Et si dans une administration, tout le monde passe un concours qui donne accès à un grade, on arrive assez vite à ce genre d'organigramme. Puisque vous avez le choix du chef, une solution consiste à aller chercher vos ordres chez le moins pénible de tous. S'ils sont tous pénibles, bien c'est vous qui pouvez les diviser, non pas pour régner, mais pour qu'ils soient tellement occupés par leurs disputes qu'ils n'aient plus le temps de s'occuper de faire votre bonheur. Premier cas, le N+1 est pénible. L'autorité de compétence, ça existe bien sûr, et il ne faut pas sous-estimer le côté pédagogique du chef premier niveau. Mais le management est un métier qui s'apprend beaucoup par la pratique. Bien souvent, quand on nomme chef celui qui fait les plus beaux cordons de soudure, on perd un bon soudeur et on gagne un mauvais chef d'équipe. Pas toujours. Un chef qui va tout faire pour rester le meilleur se comporte forcément d'une certaine façon en chef pénible pour tous ceux qui aimeraient bien évoluer et progresser dans leur expertise. Les N+1 peuvent aussi adopter le style chef de commando. C'est bien, parce qu'ils protègent leurs hommes, mais ils sont souvent un peu fêlés. Un chef kamikaze qui aime se faire peur n'est pas seulement pénible, il est carrément dangereux. Si les N+2 ou 3, les cadres intermédiaires sont pénibles, la parade est simple. Cachez-vous derrière le N+1 qui est payé pour faire écran. Petit problème quand même, ce dernier va se lasser et finir par faire redescendre. Le ruissellement du harcèlement, c'est un phénomène connu et bien réel comme expliqué plus loin. Un directeur général, même si vous ne le voyez jamais, peut vous pourrir la vie s'il divise pour régner. Il va diviser en priorité tout son encadrement. Attaqué de partout, votre N+1 aura besoin de ses troupes pour le défendre et pour être informé de ce qui se trame contre lui, grâce aux informations confidentielles que vous aurez recueillies pour lui à la machine à café. Si vous êtes dans ce cas, devenir chef de la CIA ou du KGB de votre service peut être une belle promotion et redonner de l'intérêt à votre emploi. Le chef pénible sévit partout, mais avec des variantes. La fonction publique et les associations souffrent souvent d'un management à double commande, le salarié et l'élu, jamais très simple. Industrie et bâtiments pratiquent un management assez traditionnel et réputé sans très grande finesse. La grande distribution et la restauration ont une réputation d'exigence et tous les grands chefs étoilés sont connus pour leur foutu caractère. Si votre chef a pour objectif de dégoûter les jeunes du métier pour ne garder que les purs, je n'ai rien contre le principe du bizutage pour créer un esprit de corps, mais il ne faut pas couvrir les dérives. Le cas des enseignants est intéressant. L'enseignement est un métier d'indépendant. Seul maître à bord après Dieu dans ma classe. Toutes les tentatives de structurer une hiérarchie laissent toujours place à une certaine ambiguïté. Le chef d'équipe s'appelle professeur principal. La directrice du primaire reste institutrice et il y a des heures de détachement pour aller diriger. Elle est donc la chef de ses collègues. Facile. Dans le privé, le directeur d'établissement s'appelle le coordinateur. Tout est organisé pour que celui qui détient une autorité officielle ait du mal à l'exercer. Et cela crée des situations conflictiogènes, génératrices de conflits, de situations qui dégénèrent ensuite en conflits de personnes. En tant que médiateur, j'ai réglé de nombreux conflits dans l'enseignement qui avaient tous pour origine ce flou dans ce qui est le responsable de quoi. Si vraiment votre directeur de cycle vous harcèle, vous pouvez en parler toujours à l'académie. Si vous travaillez dans un cabinet regroupant des associés et des salariés, la probabilité que vous bénéficiez d'un bon management est assez faible. On observe que les professions libérales
typés sur un métier identifiant, avocat, médecin, notaire, comptable, etc., divisent presque toujours pour régner sans même en être conscient. L'ambiance dans les grands cabinets est rarement géniale, et le management très conventionnel pour ne pas dire ringard. Un associé est un associé, alors qu'un salarié est un exécutant. Il est connu que les mandarins dans les hôpitaux portent un grand intérêt aux brancardiers et aux filles de salle. Bon, il ne faut pas généraliser, mais à ce jour, les exceptions confirment encore la règle. J'ai eu l'opportunité de présenter le management bio et le fund management à un congrès national d'experts comptables. Le président m'a félicité pour ma prestation, mais 80% de ses adhérents m'ont pris pour un extraterrestre. L'enquête a permis ensuite d'identifier 6 grandes familles de chefs pénibles. D'abord, le pénible congénital, celui qui était déjà un salarié pénible et qui, devenu chef, est devenu carrément imbuvable. En deuxième, celui dont la personnalité ne le prédisposait pas à ce métier, le suiveur ou l'indépendant. En trois, le pénible par bonne éducation, pour qui la raison d'État passe avant tout, c'est le mythe de Tite et Bérénice. Ensuite, l'expert devenu chef à cause de ses diplômes ou promu à l'ancienneté. En 5, celui qui est mal dans son emploi pour des raisons souvent honorables, souvent fâché avec son propre chef, il reproduit. Et pour terminer, celui qui est bien obligé de manager dans le style de son entreprise pour conserver son emploi. Les salariés qui ont répondu à ma grande enquête sur les adjectifs de nature à qualifier un chef pénible n'ont pas eu de difficulté à en trouver une quarantaine. Je vous livre la liste brute de pomme. Vous pourrez revenir sur cette diapo pour repérer ceux qui correspondent le mieux à votre chef pénible. Si vous pouvez enrichir l'enquête avec d'autres noms d'oiseaux, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Il convient de faire progresser cette science encore débutante du management des chefs. Vous avez remarqué que certains adjectifs sont classiques et d'autres plus originaux. Par exemple, moi je n'aurais pas pensé aux dégâts causés par un chef opaque, alors que je vois très bien comment un petit con peut vous pourrir la vie. Avant de vous décider à passer à l'action, vous devez prendre en compte aussi le degré de gravité. Avoir un chef loup peut même vous permettre de l'être aussi. Par contre, si un pervers narcissique vous a pris pour cible, les conséquences pour vous et vos proches peuvent être dramatiques. Premier cas, votre chef est un pénible congénital. À la maternité déjà, il se met la zizanie et pourrissait la vie des sages-femmes. Curieusement, on peut trouver dans cette catégorie des gens qui, par manque de confiance en eux, ont constamment besoin d'être rassurés. Parmi les pénibles de naissance, on trouve bien sûr tous les arrogants, mais à l'inverse, ceux qui manquent par trop de confiance en eux et qui veulent qu'on les aime. Un chef bien dans ses pompes sans plus sera très probablement un bon chef. Cas numéro 2, le chef qui n'est pas né pour devenir chef. Il ne faut pas lui en vouloir, mais il va vous falloir supporter ses maladresses, ou l'éduquer poliment par petites touches. De plus, au fil de l'évolution, ce qui est demandé au chef a considérablement évolué. Je vous parlerai prochainement de l'évolution du métier de chef de la préhistoire à nos jours. Ça vous aidera aussi à comprendre l'origine de certains comportements actuels. Contrairement au pénible congénital, un chef bien intentionné mais pénible par maladresse se gère assez facilement. C'est même pour vous une opportunité de devenir son conseiller occulte, à condition bien sûr que votre soutien bénévole reste parfaitement confidentiel. Plus ou moins consciemment, tous les grands chefs mauvais communicants sont à la recherche d'un nègre qui rédige leurs notes de service et qui prépare leurs discours pour les grands-messes. À condition de vous contenter du pouvoir d'influence, vous pouvez faire ainsi une très belle carrière d'éminence grise. Pour commencer, au lieu de critiquer votre chef, essayez de le plaindre. Vu votre grand cœur, vous allez vous efforcer de l'aider. Vous n'allez pas à proprement parler le manager, mais vous allez le coacher. Essayez, ça marche. Si votre chef ignore tout d'un management qui ne lui a pas été enseigné à l'école, rappelez-lui les principes de base à chaque occasion. Suggérez à son assistante de lui parler du CJD, des clubs APM, Association pour le progrès du management. Envoyez sur son adresse mail les invitations à des conférences. Enfin, parlez-en plutôt à votre DRH, qui pourra plus facilement lui proposer, puisque c'est son métier. Il est clair que le métier de chef est un métier de multitâche et de généraliste. Personne n'est responsable de sa personnalité, mais chacun peut la corriger avec l'expérience. Si votre chef est un monotâche qui n'aime pas être dérangé lorsqu'il travaille seul sur un dossier,
sa porte sera plus souvent fermée qu'ouverte. S'il est très compétent dans un domaine d'expertise au point d'être ce qu'on appelle un polar, il aura du mal à s'intéresser à vos problèmes. Un chef monotâche et monoculture n'est pas pénible, juste un peu rasoir. Si la paye est bonne et que votre bureau est en angle avec 2 fenêtres, ne changez pas de chef rien que pour ça. L'autorité de compétence, c'est important bien sûr, et il ne faut pas sous-estimer le côté pédagogique du chef. Mais le management est un métier qui s'apprend beaucoup par la pratique. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus le métier de management prend le pas sur l'expertise. Je suis passé de la pétrochimie aux articles de pêche en répondant à une annonce qui cherchait un adjoint PDG. Je me suis fait embaucher en confirmant que je n'avais jamais pris un poisson de ma vie, mais que mon métier c'était chef, et que je souhaitais passer de l'industrie polluante aux loisirs oxygénants. Si c'est pas chez vous, ça sera chez votre concurrent. Et ça a super bien fonctionné. Il n'est pas toujours aisé de choisir son PDG, mais dans votre prochain emploi, vérifiez avant de signer si le DG est bien directeur général, très important pour l'ambiance. Le cas numéro 3 est un des plus difficiles à identifier. Je veux parler du chef qui a été élevé avec l'idée que le grand chef doit tout sacrifier à la raison d'État. Il se trouve que j'ai été récemment interviewé par une jeune journaliste à ce sujet. Voyez plutôt cet extrait. Alors, oncle Jacques, je ne comprends pas comment un chef peut être mauvais par cause de trop bonne éducation. C'est parce que vous n'avez pas, comme moi, reçu chez les bons pères jésuites une bonne éducation judéo-chrétienne. Titus Berenicem invitus invitam dimisit. Titus, malgré lui, renvoya Bérénice malgré elle. Titus est un grand empereur. Un vrai grand chef doit tout sacrifier à la raison d'État. Dur avec les autres, car dur avec moi-même. Vous connaissez ça? C'est leur justificatif favori. Dur avec moi-même, d'accord, mais pénible avec tout le monde. D'accord, mais je ne vois toujours pas très bien comment cela se manifeste concrètement chez un cadre du XXIe siècle. Oh, c'est simple. Un cadre formé à cette valeur fera toujours passer l'intérêt de l'entreprise avant celui du personnel. Mais alors, si je comprends bien, c'est ça qui expliquerait les plans sociaux pas toujours nécessaires. Absolument. Et vous pouvez aller plus loin. Le chef imprégné de la Bible va devoir régulièrement offrir en sacrifice au dieu chômage quelques salariés, choisis au hasard parmi les moins productifs. Comme du temps des Incas, ces sacrifices humains ont pour objet de rassurer ceux qui restent. En quelque sorte, avec un plan social, on fait la part du feu. Ah, ok. Je n'aurais jamais pensé à ça. Plus grave, dans certains milieux, vous n'êtes pas considéré comme digne d'être un vrai patron tant que vous n'avez pas licencié votre meilleur ami. Ça, c'est plus que pénible, hein. Quand vous avez la malchance de tomber sur un chef trop bien élevé, alors quelle est la meilleure posture à adopter? Vu que l'on est en présence d'un problème culturel, il ne faut pas espérer que votre chef va devenir rapidement un adepte du fun management. Plus qu'à une culture, on a affaire à des croyances. Si vous êtes obligé de rester avec ce chef, attendez patiemment qu'il fasse sa crise d'ado à 50 ans. C'était rare au XXIe siècle, mais c'est de plus en plus fréquent au début du XXIe. Plus connu le cas numéro 5. Dans notre typologie des chefs pénibles, nous en arrivons au cas du chef qui est en phase de pré-divorce avec son employeur. C'est une situation dans laquelle peuvent se trouver des gens très bien, ce qui ne va pas les empêcher de se montrer pénibles avec leurs subordonnés. En effet, l'adéquation homme-emploi n'est jamais définitive. Petit rappel sur ce qu'on appelle l'adéquation homme-emploi. En jaune, votre emploi tel que vous le voyez, et en bleu, le même emploi, mais vu par votre employeur. L'employeur est toujours plus ou moins déçu, compétence ou motivation insuffisante, et l'employé toujours un peu frustré, compétence sous-employée, mérite mal reconnu. L'emploi vit toujours le même cycle, ajustement, exploitation, distanciation. Il existe des emplois à cycle court, compétences spécifiques assez faciles à acquérir, et des emplois à cycle long. Mais il existe aussi des personnes à cycle court et des personnes à cycle long. Si vous êtes programmé cycle court, vous avez tout intérêt à acquérir un savoir-faire
dans l'art de quitter une crèmerie pour passer dans une autre. La phase 1, c'est la lune de miel. C'est l'état de grâce des 6 premiers mois d'un politique. L'homme découvre et s'adapte. L'employeur investit sur quelqu'un qui a du potentiel. Théoriquement du moins, il prend le temps de former le petit nouveau. L'homme, lui, en général, il est motivé par la découverte, le challenge, l'envie d'apprendre, etc. Ensuite, la superposition passe par un maximum. C'est la phase d'exploitation. Tout baigne. Le salarié est aimable avec sa famille quand il rentre le soir, et il arrive même que le patron sourit quand il passe dans le bureau. Pourvu che ça dure, comme disait Madame Mère à son petit Napoléon. Alors ça dure, ou ça se termine par la bérésina. Si vous avez commencé la retraite de Russie, ça doit tirailler pas mal au bureau. Soit votre emploi a changé, soit c'est vous qui n'avez plus les mêmes centres d'intérêt et les mêmes motivations. Si votre emploi n'est plus compatible avec votre vie privée, vous frôlez le burn-out. Dans ce cas, la grille va vous aider à décider quel aspect de votre emploi il convient de changer d'urgence. Pour revenir au chef démotivé, il est très souvent fâché avec son chef. Mais s'il se montre pénible avec vous, c'est peut-être aussi parce que c'est votre équipe qui l'a dégoûté du métier et qu'il règle quelques comptes avant de partir. J'ai vu des salariés qui, après avoir eu la peau du chef, ont déchanté en voyant le profil du suivant. Retenez cette idée. On a toujours plus ou moins le chef que l'on mérite, et il arrive que le comportement de certains chefs relève de la légitime défense. Dans ce cas-là, occupez-vous plutôt de vos collègues. Ça n'est pas failloter, juste défendre votre emploi. Le cas numéro 4 est très connu. C'est le cas de celui qui se retrouve chef, mais qui ne l'a pas vraiment voulu. Ce cas est très répandu à tous les niveaux de hiérarchie. Leur nombre est en augmentation, car la plupart des cadres recherchent aujourd'hui des emplois d'autonomes. Leur idéal, n'avoir ni chef ni subordonné. J'éprouve une certaine sympathie à l'égard de tous ceux qui sont devenus chefs en raison de leur diplôme ou à l'ancienneté. Ce sont souvent d'anciens premiers de la classe, habitués à être félicités par la maîtresse, mais mal intégrés au jeu de la cour de récréation. Dans le privé, ils peuvent être charmants, mais dans l'exercice du métier de chef, ils font preuve d'une assez surprenante maladresse. Si nos recruteurs de managers s'intéressent à la scolarité, ils devraient se renseigner sur ce qui se passait dans la cour de récréation. Les profs n'aiment pas les leaders d'opinion qui n'ont pas besoin de travailler beaucoup pour se situer dans la moyenne, et les recruteurs non plus. C'est pourtant là que l'on trouve les personnalités adaptées. Quand on joue aux mousquetaires, c'est lui d'Artagnan, et quand on joue aux Indiens, c'est lui qui joue Cochise. Et mieux encore, c'est lui qui désigne Geronimo, le chef de la tribu adverse. Savoir, savoir-faire et savoir-être sont 3 choses différentes. Le chef à l'ancienneté est une espèce en voie de disparition, mais il en reste encore, en particulier dans l'administration. Ils peuvent être très gentils s'ils ont décidé d'attendre la retraite au chaud, mais par manque de chance, vous pouvez tomber sur un qui y croit, et plus probablement même sur un qui va enfin pouvoir se venger de toutes les brimades qu'il a subies. Seule solution dans ce cas, sympathiser avec le chef de votre chef. Le dernier cas de chef pénible est celui du chef qui est bien obligé de manager dans le style de la direction générale. Bien des cadres acceptent des emplois intéressants dans des entreprises qui ne partagent pas leurs valeurs. Pour peu qu'ils aient charge de famille et que leur marché de l'emploi soit étroit, ils sont bien obligés d'avaler des couleuvres. C'est surtout le cas dans les régions où l'emploi est rare. Mon ami Glodus Bouchon, qui est l'incarnation du bon sens lyonnais, résume très bien le dilemme. Jusqu'où faut-il accepter de perdre la face pour garder le profil du poste? Avec ce set de table, Glodus pose une question, mais il appartient à tout chef, que son propre chef oblige à brimer les étages en dessous, de savoir jusqu'où il soutient le régime en place. Vous ne pouvez en aucun cas obliger votre chef à révéler ses vraies valeurs à tout le monde. Avoir avec lui un véritable échange à ce sujet sera d'autant plus facile que la filiale qu'il dirige est éloignée du siège social, bien évidemment. J'ai personnellement dirigé une filiale de 60 personnes où tout le personnel filait doux quand, une fois par mois, les dirigeants du siège venaient nous contrôler. Tout le personnel s'en amusait, y compris les ouvriers de l'atelier qui jouaient le jeu en cessant d'avoir l'air de s'amuser en travaillant. L'astuce, si votre N+1 est près d'un siège dirigé par des financiers, peut consister à lui parler de la petite gêne que vous ressentez à travailler pour ce type de management au profit exclusif de la bourse.
Lui faire part de vos états d'âme peut l'amener à vous révéler les siens. Vous avez plus d'une chance sur deux de bénéficier par la suite d'un régime préférentiel que vous pourrez conserver tant que vous resterez confidentiel. Venons-en aux principales solutions. Changer le comportement du chef est possible, mais n'espérez pas changer sa personnalité profonde, sauf miracle. Vous pouvez être tenté d'entrer en résistance, et même de l'organiser. Ce sera assez facile si le chef est pénible avec tous vos collègues. Par contre, c'est extrêmement risqué. Si le chef vous identifie comme le leader des rebelles, il va vous massacrer. Décider que collectivement, on va finir par avoir la peau du chef peut procurer une certaine exaltation. Mais ne vous lancez dans cette aventure que si votre vie n'a pas d'autre centre d'intérêt, car ça va vous manger les neurones. Il est plus sage de les consacrer à chercher un autre chef ailleurs. Solution inverse qui semble moins risquée, failloter. Pour supporter un grand pénible, le faillotage est souvent considéré comme un moyen facile de se mettre à l'abri. Mais là encore, le résultat est très aléatoire. Contrairement à une idée reçue, c'est même encore plus risqué que la révolte. D'une part, les vrais pervers narcissiques choisissent leurs victimes parmi ceux qui les aiment le plus. Et d'autre part, lorsque le grand prêtre doit procéder à un sacrifice rituel pour calmer les dieux, concurrence et mondialisation, ce sont toujours les moutons qui sont immolés dans le plan social. Donc à déconseiller. Sauf si, cas connu, vous faire mettre sur un plan social est le moyen le plus simple de fuir un chef pénible sans avoir à démissionner. Alors il reste la solution qui consiste à appeler au secours le chef de votre chef. C'est un petit peu compliqué. Et sauf exception, vous allez sans doute le mettre mal à l'aise. Alors souvent, comme dans les armées dépeintes par Courteline dans les gaietés de l'escadron, le colonel, c'est le père du régiment, certes. Mais c'est aussi lui qui couvre totalement l'adjudant de service, qui assume à son rôle, à sa place, le rôle de méchant. Il est arrivé qu'un N+2 remonte un N à l'étage N+1, dans un autre service, mais ça reste exceptionnel. Alors ma conclusion sur cette solution, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Ben ouais. Dernière solution, la fuite. Les pénibles de naissance ne gardent pas longtemps leurs meilleurs éléments. Souffrir de supporter un chef insupportable peut créer pour vous l'opportunité d'actualiser le cahier des charges de ce qu'est pour vous l'emploi choisi. Votre stratégie consistera à rechercher un employeur plutôt qu'un emploi. Je veux bien faire n'importe quoi qui reste dans mes cordes, mais pas avec n'importe qui. Les plus belles évolutions de carrière ont très souvent pour origine le souci de fuir un pénible incurable. Heureusement, ils sont nombreux. Concernant la faisabilité, partir est plus compliqué que faire le dos rond, mais c'est hyper efficace. Paradoxalement, le risque est faible, car il est moins dangereux pour votre santé de fuir que de subir trop longtemps. Ne paniquez pas trop vite, Votre chef peut avoir des problèmes passagers qui influent sur son caractère. Et puis birthday, c'est vite dit, mais si votre chef change de dizaine, il va se montrer nerveux pendant un bon mois. Et s'il découvre qu'il n'est plus un jeune cadre dynamique, accordez-lui au moins 3 mois. J'ai eu l'opportunité de vérifier que les personnes licenciées à titre personnel étaient en grande majorité des personnes en train de changer de dizaine. Ça ne peut pas être un hasard. La pension alimentaire, autre exemple, est un élément qui exerce une grosse influence sur l'humeur de votre chef. Si vous êtes blonde et que vous ressemblez un peu à son ex, vous allez vous faire massacrer à toutes les réunions proches de la fin du mois. Restez cool, c'est pas vous qui êtes visé. Si vraiment c'est insupportable, eh bien faites-vous teindre en brune et puis le problème sera réglé. Autre exemple connu, si votre chef, qui est une mère célibataire, a passé son week-end au commissariat pour récupérer son fils unique, évitez de l'agacer dès le lundi matin. Mettez-vous à sa place, le choc doit être rude, il faut l'encaisser. D'une manière générale, vous avez toujours intérêt à vous mettre à la place de votre chef, pris entre marteau et enclume. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas juger vos chefs lorsqu'ils traversent une mauvaise passe. Une certaine solidarité s'impose, au minimum une trêve. The show must go on. Oui, facile à dire. N'en voulez pas à vos chefs s'ils ont du mal à appliquer la loi du cirque. Voilà pour aujourd'hui. Il n'existe pas deux chefs identiques et donc pas de solution universelle. Mieux comprendre pourquoi votre chef est pénible devrait pouvoir vous aider à imaginer les solutions adaptées.
En résolution de problèmes, l'analyse des causes aide à imaginer les solutions. Mon conseil sera donc le suivant. Si votre emploi vous convient par ailleurs, cherchez d'abord s'il est possible de vous adapter au fait que votre chef a des problèmes et voyez si vous pouvez l'aider à les résoudre. Si pas possible, préparez tranquillement votre sortie avec l'avantage de choisir la date et les modalités. Il n'est pas très grave de se faire virer quand on connaît la suite et qu'on l'a bien préparée. Quoi que vous décidiez, tournez-vous dans le sens des vents favorables. Suite prochaine, l'évolution du métier de chef depuis la préhistoire a laissé des traces dans l'ADN de votre chef. Si cette mini-conférence vous a plu, vous pouvez en faire profiter vos amis. Et si elle vous pose question, jpconseil4 ou anadou.fr. Oncle Jacques.